Hitler et Mussolini ont constaté la faiblesse de la France et de la Grande-Bretagne. À Moscou, Staline sait qu'il devra affronter le fascisme. Est-il prêt? Hitler, lui, jubile. Il va pouvoir appliquer la stratégie agressive dont il a développé les grandes lignes dans son livre Mein Kampf. Avant même que la guerre civile espagnole ne s'achève, il lance ses troupes à l'assaut de l'Europe. Depuis son arrivée au pouvoir en janvier 1933, Adolf Hitler n'a jamais cessé de poursuivre la même politique expansionniste. Le 3 février de cette même année, il déclarait à ses généraux que son but ultime consistait à germaniser les territoires de l'Est. Depuis cette date, l'armée se préparait à une guerre de conquête. Malgré les dispositions du traité de Versailles qui lui interdisent de posséder des chars d'assaut, l'Allemagne a signé en 1923 un traité secret de collaboration avec l'Union soviétique. Il lui permet d'expérimenter les dernières nouveautés techniques et tactiques en matière d'armes blindées. De jeunes officiers brillants comme Heinz Guderian ont lu les manuels de stratégie écrits par des spécialistes britanniques comme le colonel John Fuller ou Basil Lidlehart. Dans les années 20, certains ont même pu observer les grandes manœuvres effectuées par les troupes blindées anglaises dans la plaine de Salisbury. C'est à cette époque que les stratèges allemands établissent une théorie de l'offensive fondée sur la combinaison de l'artillerie, des blindés et de l'infanterie. Cette unité serait le fer de lance d'une attaque dont la puissance de feu lui permettrait de pénétrer profondément dans les lignes adverses. Hitler adopte cette stratégie avec enthousiasme. Sa nouvelle armée possédera 3 divisions de blindés, les Panzer. Dans le même temps, il confie la reconstruction des forces aériennes à un as de la Première Guerre mondiale, Hermann Göring. La Luftwaffe se relève dans le plus grand secret. Comme l'Allemagne n'est pas censée œuvrer à la renaissance de son armée de l'air, le gouvernement s'appuie sur la mobilisation des civils. Désormais, les aéroclubs forment les futurs personnels militaires. En 1935, Adolf Hitler révèle l'existence de la Luftwaffe. Il annonce également que son armée compte 300 000 hommes. La conscription est rétablie. La Grande-Bretagne et la France protestent faiblement à ce qui constitue une brèche flagrante dans le traité de Versailles. Les deux pays débutent à contre-cœur un lent processus de réarmement. Jusque-là, Hitler est resté prudent. Il s'est contenté de récupérer les possessions allemandes des bords du Rhin, de Sarre et de Rhénanie. Mais son appétit va bien au-delà. Il jette un regard gourmand vers sa terre natale, l'Autriche. En 1934 déjà, les nazis autrichiens avaient tenté sans succès de s'emparer du pouvoir. Ils souhaitaient unifier leur pays avec leurs grands voisins. Si Autriche et Allemagne sont germanophones, les deux territoires ont toujours été indépendants. En février 1938, un autre complot nazi est déjoué. Le chancelier autrichien Kurt von Schuschnigg envoie une protestation à Hitler. Le Führer profite de l'occasion pour dénoncer les maltraitances dont seraient victimes les nazis autrichiens. Il réclame également l'annexion de l'Autriche. Schuschnigg en appelle au référendum. Les Autrichiens doivent choisir l'indépendance ou l'unification. Par peur d'un résultat contraire à sa volonté, Hitler ne laisse pas parler les urnes. La veille du vote, ses troupes franchissent la frontière. L'attaque surprise, soutenue par un mouvement de sympathie orchestré par les nazis autrichiens, transforme cette annexion en invasion pacifique. Sans attendre, le Führer annonce l'incorporation de l'Autriche au Troisième Reich. Une nation, jusqu'alors totalement souveraine, vient d'être soumise par la force. Il en faut plus pour émouvoir les grandes puissances occidentales. Un silence gêné répond à l'invasion. Durant l'été 1938, Hitler s'attaque à sa prochaine proie, la Tchécoslovaquie. Une importante minorité germanophone occupe le nord-ouest du pays, dans la région des Sudètes. En 1919, à la suite du démantèlement de l'Empire austro-hongrois, ces populations se sont retrouvées isolées au sein d'un nouveau pays, la Tchécoslovaquie. En découpant l'Europe sans discernement, les signataires du traité de Versailles avaient laissé derrière eux une véritable bombe à retardement. Hitler a le champ libre. Il encourage les habitants des Sudètes à réclamer leur autonomie et menace le gouvernement tchèque d'intervenir militairement si cette requête ne leur est pas accordée. Le gouvernement tchèque n'a pas d'autre choix que d'ordonner la mobilisation. Son armée est importante et bien équipée. Un imposant dispositif de fortification borde la frontière avec l'Allemagne. Hitler se ravise. L'Europe sent l'odeur de la guerre. Début septembre 1938, le Premier ministre britannique, Neville Chamberlain, propose sa médiation pour parvenir à une issue pacifique. Il va rencontrer Hitler par 2 fois. Le Führer l'assure que s'il obtient l'annexion des Sudètes, il n'aura aucune autre ambition territoriale en Europe. La partie de poker menteur est engagée.
À Munich, le 29 septembre 1938, sous l'œil affable d'un témoin de choix, Benito Mussolini, la France et la Grande-Bretagne signent un accord qui n'est en fait qu'un marché de dupes. Les Sudètes sont offertes au Troisième Reich. Hitler promet de s'arrêter là, mais qui le croit? Chamberlain le croit. À son retour à Londres, à peine descendu de l'avion, il brandit dans les bourrasques le papier garantissant la paix. Le 1er octobre, les troupes allemandes occupent les Sudètes et s'emparent sans combat de la ligne de fortification tchèque. Hitler peut poursuivre sa politique de conquête. Sa nouvelle cible, la Pologne. Une fois de plus, l'ineptie de certaines clauses du traité de Versailles est en cause. Une minorité germanophone est enclavée dans le territoire polonais. Hitler demande que le port de Danzig, ancienne possession prussienne, soit rattaché à la mère patrie. La Pologne refuse. Une fois de plus, Hitler hésite. Si son armée n'est pas tout à fait prête, il doit surtout parachever l'œuvre entreprise en Tchécoslovaquie. Dans ce pays de création récente, il joue sur les différences ethniques entre Tchèques et Slovaques. En mars 1939, les Slovaques implantés à l'est du pays lui demandent un appui pour obtenir leur indépendance. Hitler convoque le premier ministre tchécoslovaque, Emil Hácha, à Berlin. Il lui intime l'ordre de se placer sous la protection du Reich. Quelques semaines plus tard, la Wehrmacht pénètre dans le pays sans combattre. La plus grande partie du territoire est annexée. La Slovaquie devient un protectorat. C'est la première fois qu'Hitler ose s'emparer de territoires peuplés par des populations non germanophones. Mais cette invasion ne suscite aucune véritable réaction. La France et la Grande-Bretagne se contentent une fois de plus de protester mollement. À la fin du mois de mars 1939, Hitler réclame de nouveau à la Pologne le rattachement au territoire allemand du port de Danzig. Cette fois, Français et Britanniques déclarent que toute attaque constituera une cause de guerre. Mais Hitler n'hésite pas. Il a maintes fois constaté la faiblesse et l'indécision de ses adversaires. Il passe outre toutes les menaces. En Russie, Joseph Staline s'inquiète de l'expansion des nazis vers l'Est. En avril 1939, il propose une alliance à la France et la Grande-Bretagne. Mais les négociations s'enlisent, et Staline n'a plus qu'une seule issue, gagner du temps, en traitant directement avec Hitler. Le 23 août, l'Union soviétique et le Troisième Reich, les deux ennemis mortels, signent un pacte de non-agression. En secret, les deux puissances ont scellé le sort de la Pologne. Hitler et Staline se partagent le gâteau. Les Russes s'emparent de la Lituanie, de l'Estonie et de la Lettonie. Hitler a enfin les mains libres. Il met ses troupes en ordre de bataille. L'invasion de la Pologne est imminente. Le 31 août 1939, la Wehrmacht donne enfin l'assaut. Le Führer vient de prendre la décision qui va plonger le monde dans la guerre.